il y a un rédacteur principal. Pour celui-là, aussi bien Alain-Charles que moi, on a eu la volonté de casser les 3 colonnes, positivisme, interprétativisme, constructivisme, et finalement de donner une place secondaire à positivisme, constructivisme, sur attitude pour ébli. Ah, moi je suis positiviste modéré. Ah, moi je suis constructiviste modéré. Bon. Donc, pour éviter ces atermoiements, alors d'abord, tuer l'interprétativisme, puisqu'il y a de l'interprétation partout, quelle que soit l'attitude. Donc ça, c'était le premier élément, parce que les fameuses 3 colonnes, c'était dû dire, si je fais très bête, hein, puisque je montre le journal, je ne suis ni de droite ni de gauche, donc je suis interprétativiste. Donc ça, c'était quand on rédige, évidemment les lecteurs ne peuvent pas le savoir, on rédige souvent contre. Hein. Donc 2 choses. Hein. Alain Cherlément, on dit, lui il l'a bien dit dans le chapitre 1, c'est pas une discipline jeune, c'est pas une discipline Carrefour. Il y en a marre de dire discipline jeune et discipline Carrefour, donc ça, lui, c'est son coup de gueule. Mais je suis d'accord. Hein. Et moi, mon coup de gueule, c'est j'en avais marre de ça, et alors lui, il est totalement d'accord. Donc dans la partie contre des 2 chapitres, c'est ça. Donc quelque part, en écrivant ce livre, on dit notre champ disciplinaire a une épistémologie. Tous ceux qui disent son nom m'échappe, le Suédois de l'hypocrisie, Brunson. Les gens qui disent on a tout emprunté. C'est un argument d'autorité, ce qui lui permet de dire ça. Et deuxième élément d'autorité, qui est beaucoup plus grave, c'est que ça laisse penser que les épistémologies des disciplines voisines sont constituées. Voilà. Donc ça, c'est le contre. Après, évidemment, il y a le contenu du chapitre. Mais ça donne une idée du contre. Hein. Ouais. Je m'étais exprimé à Marseille là-dessus. Oui, contre. Oui. Et Alain Charles aussi. Et justement, c'est ce qui rend quelque part l'ouvrage un peu difficile d'accès. C'est qu'en refusant les catégories classiques simplificatrices, voire simplistes, ça ouvre une grande subtilité et une difficulté conceptuelle et une difficulté de lecture. Il y en a une qui n'est pas évidente, et alors qui est vraiment dans le chapitre 3 que toi tu as écrit. En ne reprenant pas ces 3 colonnes, tu commences par une distinction en disant il y a 2 approches. Une approche substantialiste, donc l'organisation en soi, qui serait un objet constitué et qui aurait une existence, une essence, une substance. C'est ça, voilà. Et une approche contextualiste, qui s'intéresserait plutôt à la contingence, à la particularité, à la spécificité. Ça met une première difficulté, c'est que derrière, quand tu parles de l'organisation, t'en parles pas en exemple concret, mais comme d'un objet conceptuel existant. L'organisation est à la fois organisée et organisante, c'est-à-dire qu'elle cherche à maintenir l'association. Il y a ce « elle », donc quelque chose de substantialiste. Est-ce que finalement, pour qu'il existe ce terme d'organisation, il existe un champ de savoir et une science des organisations, une science, les sciences de gestion. Est-ce que cette substance, cette substantialisation n'est pas absolument nécessaire? Est-ce que ce n'est pas un prérequis pour qu'on puisse faire une épistémologie d'un objet? Alors, oui et non. Ça veut dire, en d'autres termes, en faisant ça, en fait, on veut dire qu'on ne distingue pas épistémologie d'ontologie. C'est-à-dire comment est-ce qu'on pose l'objet. Et à un moment donné, alors je ne sais plus si c'est dans le chapitre 3, moi j'explique moi, parce que c'est plutôt moi qui l'ai écrit de cette manière-là, que dans le classement des disciplines scientifiques, il y a sciences humaines, parmi elles les sciences sociales, et sciences exactes. Et dans les sciences sociales, il y en a 2 catégories. Il y a celles qui sont définies par leur méthode, d'une certaine manière, la science économique aujourd'hui, l'économétrie comme méthode sert d'épistémo. Et puis il y en a d'autres qui se réfèrent à un objet qui lui-même est indéfini. C'est le cas de la sociologie. Quel est l'objet de la sociologie? C'est l'étude de la société. Qu'est-ce que la société? Et donc quelque part, en commençant par les définitions, je montre l'indétermination, ce qui fait l'intérêt d'ailleurs de notre champ, l'indétermination de la définition. Et donc si elle était indéterminée, comment est-ce qu'on peut faire pour s'en saisir? D'où substantialiste, essentialiste. Substantialiste, contextualiste. Mais il faut quand même qu'on ait inventé ou créé une catégorie qui soit un objet, l'organisation,
pour pouvoir amorcer la discussion catégorie, dessus. j'en ai rapidement montré la genèse historique. Les sciences alors, on a appelé sciences de gestion parce que c'est le nom institutionnalisé. Moi, je voulais mettre sciences des organisations et Alain Charles m'a dit comment le moyen a déjà échoué dans sciences des organisations. Institutionnellement, ça s'appelle sciences de gestion. Donc, le premier élément, sciences de gestion. C'est la définition institutionnelle du ministère. Ça a été créé sous ce nom-là. Ça, c'est redis ta question, parce que j'ai oublié. Et pour qu'on puisse avoir une épistémologie des organisations, est-ce qu'il ne faut pas qu'on ait créé une catégorie et avec une forme de substantialisation qui est l'organisation? Alors après, ce que j'ai essayé de dire, j'ai écrit très précisément, voilà, oui, ce que j'ai essayé de dire, et je l'ai écrit très précisément comme ça, c'est la genèse historique de la discipline. Au début du XXe siècle, la grande organisation devient un fait social suffisamment important pour qu'on ait jugé nécessaire d'y créer son champ de savoir. C'est comme ça que l'objet s'oppose. On n'a pas créé la catégorie. Oui. Face à l'importance des grandes organisations, on ne vit pas comme dans la société, même si c'est de la société contextualiste, on est obligé de détacher cet objet et on le pose ontologie de cette manière en disant on est obligé d'appeler ça organe. Mais cet objet est expansionniste, puisque tu dis que c'est la grande organisation, voilà. Mais aujourd'hui les sciences de gestion ont vocation aussi à pouvoir permettre d'organiser la start-up, la création d'entreprises, l'ONG, voire le ministère, l'université et l'hôpital. Donc voilà. C'est une catégorie qui après s'étend. Alors les objets indéfinis, c'est indéfini parce que c'est pas défini et c'est indéfini en termes de frontières, ont comme caractéristique de se poser, de porter, d'ouvrir la possibilité de l'extensivité du champ. Et c'est ça. C'est-à-dire, comme c'est indéfini, le champ est extensif en fonction des situations historiques dans lesquelles on se situe. Situation historique où, alors c'est Mintzberg qui commence dans Voyage au sein des organisations, où son chapitre 1 est très ironique en disant « Notre monde est fait d'organisation » et pourtant ce n'est pas le cas. C'est l'extensivité de la notion. Alors, d'un point de vue conceptuel, c'est Simon qui a parlé d'extensivité des notions. C'est pour ça que je termine cette partie-là avec sciences du naturel, sciences de l'artificiel, puisque dans sciences de l'artificiel, Simon pose bien cette question de l'extensivité des concepts. Et donc là, entre guillemets, l'objet, je mets toujours entre guillemets pour objet, pour éviter positivisme, constructivisme, la caractéristique de cet objet, c'est son extensivité, puisqu'il est indéfini. C'est extensible à tout et n'importe quoi. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est déjà, on en avait parlé dans une séance de tutorat, qui est déjà dénoncé par Bachelard dans la formation de l'esprit scientifique, où il prend l'exemple de la coagulation. Alors on a deux exemples très précis, puisque je m'y intéresse. C'est la gouvernance, extensivité de la notion de la gouvernance. Donc on passe de la corporate, disciplinaire partenariale à la bonne gouvernance, la gouvernance partenariale à la Ostrom, et gouvernance et RSE. Il y a de la RSE partout. Il y a de la RSE partout. Extensivité de la notion. Alors dans ce cadre-là, parce que l'ouvrage est sur une épistémologie des sciences de gestion, mais ton chapitre, c'est fondement d'une épistémologie des organisations. Comment est-ce que tu articules épistémologie des organisations, épistémologie de sciences de l'organisation ou des sciences de gestion, ça c'est juste un problème d'étiquette, mais comment tu articules l'épistémologie de l'objet, l'épistémologie de la science qui étudie l'objet? Je les confonds, tout simplement. Je les confonds, tout simplement. C'est bien ce qui me semblait. Oui, c'est ça. Et alors tu les confonds parce qu'en fait c'est la même chose ou tu les confonds parce qu'elles fonctionnent de la même manière? Je les confonds parce que ça m'évite de faire la distinction entre épistémologie et ontologie. J'ai botté en touche. Tu bottes en touche. Je botte en touche. En assumant la confusion oui, potentielle. Parce que j'avais le projet, mais je ne sais pas si je le ferai, d'écrire un livre qui s'appellerait « Ontologie des sciences de gestion ». Voilà. C'est le livre qui n'est pas écrit. J'ai des notes éparses. En fait, j'y arrive pas. J'ai des notes éparses, mais je n'y arrive pas. Tu sais ce qui bloque ou... Sans doute dans ma tête. Et entre-temps, alors en fait, je suis en train de, avec ma collègue Pascal de Rosario,
de faire un handbook de théorie des organisations. Et je pense que pour pouvoir fonder une ontologie, il faut d'abord passer par théorie, épistémo, théorie, ontologie. Enfin, moi, dans ma pensée, dans ma réflexion. Moi, dans ma réflexion. Donc, en définitive, au lieu d'écrire ontologie, on écrit théorie des organisations, sur le principe de la circulation des idées, comment elles font pour circuler. Alors sur cette circulation, justement, il y a un moment où, alors tu parles pas de circulation exactement, tu parles de réplication conceptuelle, C'est ça. où tu dis attention, importer et appliquer, entre guillemets, relève d'une axiologie et la réplication est un exercice délicat. Donc tu dis que c'est un exercice délicat, tu mentionnes un certain nombre d'exemples. On sent que dans le attention, il y a une certaine défiance, ou en tout cas tu as un certain nombre de contre-exemples. Est-ce qu'il faut s'en méfier? Est-ce qu'il faut s'en défier? Est-ce qu'il faut l'éviter, cette circulation, cette réplication conceptuelle? Est-ce qu'il faut qu'on conceptualise nous-mêmes? Dans quelle mesure est-ce qu'on peut importer? Non, la question est celle de la réinterprétation quand on importe. Il faut savoir ce qu'on importe. On n'importe pas simplement l'étiquette. Ça se voit alors, quand on utilise les métaphores. Quand on va utiliser la notion d'écosystème d'affaires, donc on est sur une rhétorique qui est à la fois d'ordre esthétique, l'écosystème d'affaires, et qui fait comme si le contexte, enfin l'objet social qu'est l'écosystème socio-organisationnel, l'objet organisationnel, déjà vous voyez, j'hésite. On peut le voir comme un objet social, on peut le voir comme un objet socio-organisationnel, on peut le voir comme un objet organisationnel, comme si on pouvait utiliser la métaphore sans se poser la question de qu'est-ce qu'un écosystème. Donc il y a beaucoup de notions comme ça, donc aujourd'hui écosystème d'affaires, les incubateurs, comme si un dispositif habilitant pouvait être posé comme ça, et donc en règle générale d'ailleurs, cette réplication, cette importation par réplication est toujours très, très largement marquée par l'évolutionnisme. Petite entreprise deviendra grande. L'incubateur. Donc on utilise une espèce de fausse continuité des objets. C'est ça. Au risque de la métaphore. Au risque de la métaphore. Métaphore risquée. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention. Mais il y a des importations possibles. Il faut une rigueur de l'importation. C'est ça, il faut une rigueur de l'importation. C'est ça, la difficulté de la réplication-importation, c'est considérer ce qu'on a importé comme étant une... Bien sûr, le quartier du 10e arrondissement, c'est un écosystème. On ne se pose pas la question d'aller regarder si c'est vraiment un écosystème. Et alors comment est-ce qu'on s'assure d'une certaine rigueur de cette réplication? Est-ce que c'est être un puriste de la forme initiale? Donc qu'est-ce qu'un écosystème dans son champ disciplinaire d'origine? Ou est-ce que c'est une reconstruction interne? On s'en sert comme inspiration, à la limite on utilise le mot, et on reconstruit. Comment est-ce que... Alors normalement il y a une forme de continuité, réinterprétation. Mais parler d'écosystème d'affaires, c'est rompre la continuité si on n'assume pas la continuité par rapport à la notion d'écosystème. Donc c'est ça, c'est l'usage discontinu, sans essayer sans essayer de se poser la question de la continuité. D'accord. Commencer par questionner cette continuité. Et après, une fois que la notion a été importée en discontinuité, c'est à qui profite le crime. À qui profite le crime? De la confusion. De la confusion, voilà, à qui ça profite. Alors, sachant que nous, académiques, ça nous profite. Nous faisons partie des profiteurs de cette discontinuité. Il ne faut pas se dédouaner de ce que ça nous rapporte. Dans la mesure où on l'utilise. Dans la mesure où on l'utilise, où on la mobilise, justement, en la prenant en tant que telle. Écosystème d'affaires Moore, et puis écosystème de la biologie. C'est l'image discontinue. C'est pour ça que je parle tellement d'image. On prend l'image et puis on oublie le film. Alors, une dernière question qui moi, me semble importante, et puis après, on engagera un peu la discussion avec
les tutorer, et je leur laisserai un peu la parole, mais c'est cette question en haut, en bas, dedans, dehors, Ah oui, qui est à la fois provocante, intéressante, et en même temps, qui me semble des fois un peu caricatural, le dedans dehors avec cette idée d'une frontière, en haut en bas, comme s'il y avait un en haut, un en bas, et puis finalement au milieu. Enfin bon, il y a des fois où ça va un peu vite, donc c'est ma question, c'est une confrontation sur. Bon, je vois l'idée, c'est par en dessus et par en dessous, mais le en haut en bas, est-ce que c'est pas un petit peu caricatural? Et tu pas dénonce, mais appelle ou souligne qu'il y a une catégorie, une place dans cette typologie qui a été très peu mobilisée, qui est celle de dehors en bas. Voilà. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'elle pourrait être? Donc déjà, est-ce que c'est pas un peu caricatural, ce dedans, dehors, en haut, en bas? C'est caricatural, je l'assume. Je l'assume en disant que dans la plupart des cas, on en parle en haut, dehors, en haut, dedans, sans assumer le fait qu'on soit en haut, dedans. Le volontarisme managérial, par exemple, toute une discipline comme la stratégie, c'est en règle générale, bon, à part les derniers développements, c'est en règle générale le en haut, dedans. Donc, quand on parle de l'organisation, la question que je pose, c'est d'où j'en parle. Et en règle générale, on en parle en haut, dedans, d'où la caricature. Et si on en parlait en bas, dedans, en haut, dehors et en bas, dehors, qu'est-ce que ça donnerait? Alors en bas dehors, tu donnes l'exemple des travaux de Christophe Dejour. Non, c'est en haut, c'est en bas, dedans. En bas dedans, Voilà. Christophe Dejour et ses travaux sur la souffrance au travail. C'est ça. Alors, en haut dehors, en haut dedans, la stratégie. En dehors de la contingence, l'émergence, voilà. Lenzberg et les stratégies as practice. En haut dehors, tu cites en général l'économie. C'est ça. Comme une discipline c'est qui... ça. En haut dehors, c'est l'extériorité de l'organisation du point de vue de la théorie de la firme. L'organisation est un accident permanent. L'économie des coûts de transaction, c'est un accident permanent. Donc, en fait, c'est le calcul permanent qui va toujours dans le même sens qui fait organisation. Tant que la transaction est inférieure à la hiérarchie, à ce moment-là, il y a organisation. Mais l'implicite de la position en haut, dehors, c'est que le calcul est permanent. Donc ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas d'organisation. Le calcul est permanent. Donc quand on utilise ce champ, l'économie des coûts de transaction, il faut avoir de bonnes raisons de le faire, puisqu'on est en haut, dehors. Alors sur ce en haut quand même, parce que ça me... Oui. En haut, bon, pour la strate, admettons cette question de la direction générale. Mais est-ce qu'on continue de monter? Est-ce que les actionnaires sont nécessairement encore en plus en haut qu'en haut? Et en même temps, est-ce qu'on ne peut pas remettre en question cette hiérarchie-là quand on voit que l'Assemblée générale des actionnaires n'approuve pas forcément les salaires de tous les PDG? Est-ce que le en haut n'est pas un peu confus au bout d'un moment? Alors bien sûr que le en haut est un peu confus, mais en règle générale, sauf rare exception, l'Assemblée générale des actionnaires avalise les rémunérations des dirigeants. On nous met en exergue les cas où ce n'est pas ce qui se passe, mais c'est rare. Et surtout, j'ai également parlé du en bas dehors. L'organisation, vue du point de vue des exclus, ça n'intéresse personne. Alors, c'est le dernier point sur lequel je voulais en venir. Est-ce que tu as des exemples? Est-ce que c'est un point aveugle qu'il faut... Est-ce qu'il faudrait qu'on aille chercher du côté des syndicats? Quelque chose qui serait dehors et en bas Alors, dehors, peut-être. Alors, c'est compliqué, parce qu'un syndicat est à la fois dedans et dehors. Oui. Admettons qu'on le positionne dehors. En tout cas, on ne peut pas le positionner en bas, puisque c'est une institution, puisqu'il est institutionnalisé. Donc, il est, si je prends cette métaphore spatiale, il est plutôt en haut dehors. Alors attends, parce que donc ça veut dire en haut, en bas, c'est des degrés d'institutionnalisation ou c'est non, là, pour des, le syndicat, oui, degré d'institutionnalisation, oui, pour le syndicat. Alors qu'est-ce que cette idée des exclus, parce que je trouve que c'est intriguant et en fait, moi j'adhère pas totalement à cette typologie-là, sauf qu'elle a un aspect heuristique, c'est-à-dire qu'elle dit, regardez là, il n'y a pas grand-chose. C'est complètement ça.
Regardez, là, il n'y a pas grand-chose. Comment il faudrait voir ou qu'est-ce qu'il faudrait voir? Est-ce que tu as des idées là-dessus? Ou est-ce que tu soulignes et puis... Je souligne, j'ai pas d'idée, mais bon, ça pourrait être ce qui fut le cas, Nuit debout. Là, on est en haut, on est en bas dehors. C'est le moins qu'on puisse dire. Y compris physiquement. On est en bas dehors. Par rapport à l'organisation. Par rapport à l'organisation. Au monde des affaires. Voilà, par rapport au monde des affaires. On est en bas dehors. D'accord, donc des mouvements sociaux hors degré d'institutionnalisation voilà. fort, Occupy Wall Street, les indignés, etc., ça serait du en bas dehors. Voilà, mais ce sont, et c'est dans leur nature, sans doute, et c'est ça que c'est, alors je devrais dire dans leur essence, parce que j'aime pas nature, et c'est dans leur essence, c'est la dimension temporaire. En d'autres termes, à partir du moment où Nuit debout s'institutionnalise, il s'élève, d'accord, de en bas dehors, il s'élève vers le en haut dehors. Ok. Et alors, dernier aspect, dans ton texte, c'est un des seuls textes qui régulièrement opère une connexion conceptuelle directe avec la question soit de ce que tu appelles les sciences morales, sciences politiques et morales, ou voire même à un moment de l'éthique. Et il y a une expression, par exemple, qui m'a intrigué, où au sein de l'hypothèse vitaliste, mais ça, c'est pas la question, tu dis l'entrepreneur constitue la figure morale fondatrice. Et on aurait pu avoir là la figure conceptuelle fondatrice, voire la figure épistémologique fondatrice. Pourquoi morale? Pourquoi l'entrepreneur est une figure morale fondatrice? Oui, comment tu fais cette connexion-là? J'en ai parlé au sens général du terme, ça veut dire on attribue, on considère, entre guillemets, que l'entrepreneur tel qu'il est positionné de cette manière-là, c'est bien. C'est en cela que je dis que c'est une figure morale. Entreprenez d'ailleurs, je dirais aujourd'hui, dans le chapitre des politiques, au sens large du terme, c'est entreprenez, y compris à nous, fonctionnaires, on nous demande d'entreprendre. Et ce serait forcément bien. C'est une figure, et ce serait forcément bien. C'est une figure morale. Est-ce que c'est lié à cette idée que tu postules à un moment d'un humanisme organisationnel, oui. mais lié au volontarisme managérial? Donc en fait, ce que veut l'organisation dans cette rationalité organisationnelle serait nécessairement bien et moral au sein de cette logique-là. C'est ça. Si tu n'es pas entrepreneur, c'est pas bien. Regarde-moi, qui suis fonctionnaire. Si tu n'es pas entrepreneur, ce n'est pas bien. Ce serait mieux que tu sois un entrepreneur. Là, après, il y a tout le registre de l'éthique, le bien, le mal, le mieux, le moins bien, le mauvais, le bon. Mais ce serait mieux que tu sois entrepreneur plutôt que de rester là où tu es. Et à défaut de l'être, mais forme donc des entrepreneurs. Que fait un prof de gestion qui ne forme pas d'entrepreneur? Donc là, on est sur une figure morale. La norme, la normativité, c'est l'entrepreneur. Peut-être vous laisser réagir ou partager vos incompréhensions. Les deux sont valables et valides, il n'y a pas de honte à avoir là-dessus.